Loïc Bollage, bonjour. Je montre votre livre Comment pensent les animaux chez Human Science, qui est très intéressant parce que vous reprenez plein de découvertes depuis quelques décennies, alors notamment sur l'importance finalement de l'information chez les animaux, à la fois ce que vous appelez l'information publique, vous allez nous expliquer ce que c'est, et ensuite les fake news. Alors l'information publique, est-ce qu'on pourrait dire en langage humain que c'est du bouche à oreille ? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est du bouche à oreille, effectivement, entre individus, mais c'est aussi une information qu'on ne peut pas cacher. Par exemple, si vous revenez de la boulangerie avec votre baguette sous le bras, n'importe qui vous observe a bien vu que vous avez trouvé de la nourriture, une baguette, et peut à la limite se dire « Tiens, la personne vient de telle rue, donc la boulangerie ne doit pas être bien loin. » Donc si je cherche une boulangerie dans une ville que je ne connais pas, je peux regarder les personnes qui ont des baguettes de pain sous le bras, et ça me donne une idée de l'orientation. Et donc les animaux vont utiliser une information publique qui est aussi de ce type-là, c'est-à-dire qu'un animal qui trouve de la nourriture, lorsqu'il la capture et qu'il la mange, il ne peut pas se cacher, et donc c'est observable par les autres individus. Alors vous donnez l'exemple du gobe-mouche qui s'inspire finalement des autres pour trouver le meilleur nid. C'est ça, voilà. En imitant un peu ce qu'il voit autour de lui. Eh bien, c'est-à-dire que le gobe-mouche, dans ces forêts, quand il arrive de retour de migration pour trouver son meilleur site de nidification, sa meilleure petite parcelle dans la forêt qui est la plus riche de nourriture, quand il arrive, il ne sait pas naturellement si cette année-là, la forêt va être productive ou pas, s'il y aura beaucoup de chenilles à manger, beaucoup d'insectes à manger. Par contre, s'il se souvient que dans telle parcelle de la forêt, l'an dernier, le couple qui a fait son nid a eu un joli succès reproducteur, les jeunes étaient bien élevés, ils ont trouvé de la nourriture facilement, ça peut l'inciter à essayer de nidifier au même endroit en se souvenant en fait de la parcelle qui était la plus riche. Donc il l'espionne en fait d'une année sur l'autre de ses congénères. Alors, autre inspiration très passionnante, c'est les femelles pour choisir le plus beau mâle. Vous donnez l'exemple, par exemple, des tétralyres ou des cailles, d'ailleurs. Là aussi, c'est incroyable, en fait. Les filles imitent les autres, finalement. Alors, les filles imitent les autres, et puis ce sont des choses qui sont connues. Par exemple, le potentiel de séduction d'un mâle, chez beaucoup d'espèces, est aussi dépendant du nombre de femelles qui le regardent. Donc, un mâle qui se promène dans la rue avec une femelle va être plus regardé par les femelles qu'un mâle qui est célibataire. Et chez les espèces animales, c'est souvent ce qu'on observe. Donc un mâle qui a un fort succès auprès des femelles, il va intéresser beaucoup d'autres femelles qui vont se dire « Oh là là, mais si mes petites voisines s'intéressent à lui, c'est que c'est peut-être un mâle intéressant. » Donc le coup du Don Juan, finalement, parce que c'est un peu ça, c'est le coup du Don Juan. C'est exactement ça. Chez les animaux aussi. Ça marche très très bien. Ouais. Alors, autre info très intéressante sur l'importance de l'information, c'est ce que vous appelez les fake news et les animaux qui crient au loup. Donc ça, expliquez-nous ce que c'est avec l'exemple notamment du drango brillant qui est quand même incroyable. Oui, alors là, c'est un oiseau qui vit dans le désert du Kalahari, dans le sud de l'Afrique, et il vit dans un environnement aride, il doit chercher des insectes pour se nourrir, et il va développer une stratégie, il va observer en fait les suricates, ces petits mammifères insectivores que l'on connaît bien, qui ont une structure sociale très complexe, avec des guetteurs, donc toujours des petits individus qui sont posés sur des petits monticules, un rocher ou une butte de terre, et qui observent l'environnement pour prévenir l'arrivée d'un prédateur. Et donc les surveillants, les guetteurs en fait, lancent des cris pour dire attention, voilà un aigle, ou attention, voilà un danger, un serpent au sol. Et donc les drongos en fait les observent, ont appris les différents cris d'alarme, et lorsqu'ils vont trouver un suricate, lorsqu'ils observent un suricate qui est en train de capturer par exemple un joli scorpion, ils vont lancer un cri en disant attention, il y a un serpent. Le suricate est affolé, il lâche sa proie pour vite se réfugier dans son terrier, et comme ça l'oiseau peut lui voler sa proie et avoir sa pitance de manière un peu gratuite. Ah, c'est incroyable quand même, le côté stratégique. Le plus incroyable est que c'est comme pour nous quand on crie au loup. S'il le fait trop souvent, avec une trop grande fréquence, avec toujours le même cri, les suricates vont apprendre à se méfier et ne vont plus croire le drongo. Donc en fait, il doit manipuler l'information, mais pas la même information, il doit manipuler la fréquence du cri et puis le type de cri qu'il va manipuler. Et alors, autre découverte aussi très intéressante, c'est qu'on se rend compte que les subordonnés ont plus besoin évidemment de se nourrir que les autres. Et il y a encore des études chez les coqs où on voit que ça serait les dominants les plus honnêtes. Et vous dites carrément que la ruse, c'est un peu une stratégie des faibles finalement. Eh bien oui, effectivement, quand on est très très fort et qu'on est très costaud, on peut pavaner au milieu de la basse-cour et être le mâle le plus beau. Et quand on est un mâle subordonné, on doit faire un peu attention et on peut essayer de manipuler l'information. Peut-être même, par exemple, pour mettre le dominant en danger. Par exemple, un subordonné qui voit un prédateur arriver peut être capable de prévenir une femelle en disant « attention, il y a un danger », mais de ne pas prévenir le mâle dominant. Voilà, il va se cacher lui sans prévenir le mâle dominant qu'un danger arrive. Là aussi, très intéressant de faire le parallèle avec l'histoire humaine quand même. On peut.